sommaire de cette édition, le président tanzanien John Magufuli est officiellement décédé ce mercredi de problèmes cardiaques. Le président n'était plus apparu en public depuis le 27 février. L'hommage national au Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars à 56 ans en Allemagne, des suites d'un concert, a débuté par une cérémonie dans l'enceinte du palais présidentiel à Abidjan. Et puis une réponse de Joe Biden sur une chaîne américaine ravive l'hostilité entre Washington et Moscou depuis ce mercredi. Sur ABC, le président américain dit penser que Vladimir Poutine est un tueur. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue à tous. Le président tanzanien John Magufuli, décédé ce mercredi à l'âge de 61 ans, est arrivé au pouvoir en 2015 en se présentant comme un homme proche du peuple et déterminé à lutter contre la corruption. S'il a rempli certaines de ses promesses, sa présidence est surtout marquée par une dérive autoritaire et une restriction des libertés individuelles. Voici les principales dates de sa présidence. John Magufuli, décédé mercredi à l'âge de 61 ans, est arrivé au pouvoir en 2015 en se présentant comme un homme proche du peuple et déterminé à lutter contre la corruption. S'il a rempli certaines de ses promesses, sa présidence est surtout marquée par une dérive autoritaire et une restriction des libertés individuelles. À peine élu en octobre 2015, Magufuli fait le ménage. Des dizaines de fonctionnaires sont suspendus pour des malversations présumées. Les coûteuses célébrations de l'indépendance sont remplacées par une opération de nettoyage des rues. Magufuli fait interdire des meetings politiques et suspend la retransmission en direct des travaux du Parlement. L'opposition crie à l'atteinte aux libertés publiques. Mi-2016, les autorités se lancent dans ce que Human Rights Watch qualifie de répression inédite contre les droits de la communauté LGBT avec une vague d'arrestations. En novembre, une législation prévoit de fortes amendes contre les médias reconnus coupables de diffamation, sédition ou publication de fausses informations. Une commission d'enquête tanzanienne évalue à quelque 75 milliards d'euros les pertes fiscales engendrées par les fraudes liées à l'exploitation minière depuis 1998, principalement la non-déclaration des revenus par des sociétés étrangères. Une renégociation du contrat minier s'est imposée. Soumis à une pression croissante suite à une augmentation de cas de Covid-19, ainsi qu'après le décès du vice-président de Zanzibar en février, Magufuli concède l'existence de l'épidémie. Apparu pour la dernière fois en public le 27 février, son décès a été annoncé mercredi alors que des rumeurs persistantes circulaient sur son état de santé, notamment qu'il avait contracté Covid-19. Officiellement, il est décédé des suites de problèmes cardiaques. D'un deuil à un autre, la Côte d'Ivoire a pris rendez-vous ce jeudi avec le regretté Ahmed Bakayoko. Le cercueil du Premier ministre défunt a été acheminé au stade d'Ebenkpe, au nord d'Abidjan. Quelques chefs d'État de la sous-région ouest africaine ont rejoint leur homologue de la Côte d'Ivoire aux côtés des politiciens du pays pour rendre hommage aux disparus. C'est d'abord au palais présidentiel que les hommages à Ahmed Bakayoko ont commencé ce mercredi. Après cette escale, la dépouille du Premier ministre a rejoint le stade d'Ebenkpe où l'attendait déjà un parterre de parents, amis, religieux et hommes politiques, parmi lesquels le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et le Guinéen Alpha Condé. Le cercueil d'Ahmed Bakayoko, recouvert du drapeau vert, blanc et orange de la Côte d'Ivoire, et un immense portrait de lui ont été installés une demi-heure après le début de la cérémonie. Le couple Ouattara et les chefs d'État et de gouvernements étrangers se sont inclinés devant sa dépouille. Entre autres interventions, celle du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ahmed Bakayoko était surtout un homme généreux. Il était connu pour sa générosité. Beaucoup de jeunes bénéficiaient de son aide et de son appui. Qu'ils soient artistes, étudiants, élèves. À titre posthume,
Alassane Ouattara a élevé Ahmed Bakayoko à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national, plus haute distinction ivoirienne. À sa mort, l'opposition dans le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié et le Front populaire ivoirien FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo ont salué la mémoire d'un homme de conviction et de compromis, d'un grand serviteur de l'État. Ahmed Bakayoko sera inhumé dans l'intimité familiale vendredi dans sa ville de Séguéla au nord à l'issue d'une semaine de deuil national. L'hommage national à l'ancien Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko s'est poursuivi au stade olympique Alassane Ouattara à Abidjan. Sa mémoire a été célébrée par des stars de la musique ivoirienne et africaine dont il était proche lors d'un concert populaire. Quelques 20 000 personnes, majoritairement des jeunes portant un t-shirt blanc avec une photo de Ambak, étaient réunies dans une ambiance festive au stade olympique d'Ebempe pour écouter Alpha Blondy, Sidiki Diabaté, Magic System et Fally Ipupa parmi les stars annoncées à ce concert qui a duré jusqu'à l'aube ce jeudi. Après un lâcher de colombe, le concert a débuté avec les prestations des Ivoiriens Obams et Ariel Chené, puis s'est poursuivi avec la star congolaise Fally Ipupa. Les footballeurs Samuel Eto'o et Emmanuel Adebayor étaient également présents à cet hommage à Ahmed Bakayoko. Avant d'entrer au gouvernement dans les années 2000, Ahmed Bakayoko, passionné de musique et grand amateur de fêtes, s'était construit un puissant réseau d'amitié dans le milieu du showbiz lorsqu'il dirigeait Radio Nostalgie, une des premières radios privées de Côte d'Ivoire, financée par Dominique Ouattara, l'épouse de l'actuel président Alassane Ouattara. Ce journal se poursuit. Le différend frontalier qui oppose la Somalie au Kenya est débattu devant la Cour internationale de justice. Alors que les audiences se sont ouvertes devant les juges à La Haye, les pêcheurs de la côte orientale du Kenya se mobilisent à l'appel de leurs organisations et de l'association dénommée Sauvons les eaux de l'Amont. Le Kenya considère que la frontière maritime est une ligne droite horizontale partant de Kiunga, localité située à l'extrémité nord du comté de Luma, qui marque la frontière terrestre avec la Somalie. Cette délimitation a été proclamée en 1979 quand le pays a fixé ses limites de sa zone économique exclusive. La Somalie, à l'initiative de la procédure devant la Cour internationale de justice, estime, elle, que cette frontière devrait s'étirer en direction du sud-est dans le prolongement du tracé de la frontière terrestre entre les deux pays selon une ligne médiane conforme au principe international de l'équidistance. Après plusieurs reports, le Kenya a annoncé qu'il ne participerait pas aux audiences devant la CIJ, alors que ces audiences sur le tracé de la frontière samalo-kenyane dans l'océan Indien s'ouvraient devant la CIJ à La Haye. Les pêcheurs de la côte orientale du Kenya se sont mobilisés à l'appel de leurs organisations et de l'association Save Luma. Les pêcheurs de la région se rendent régulièrement dans les eaux poissonneuses situées au large de Kiunga. Ces eaux, actuellement sous contrôle kenyan, font partie d'un vaste triangle maritime de plus de 100 000 km², convoité par les deux pays notamment pour son riche potentiel en hydrocarbures. La pandémie du coronavirus a explosé le nombre de grossesses précoces dans le monde. Au Ghana, les chiffres ont connu une brusque augmentation. En cause notamment la fermeture des établissements scolaires pendant 10 mois, une des plus longues en Afrique. En 2020, la pandémie a empêché 12 millions de femmes dans le monde d'accéder à des moyens contraceptifs, conduisant à 1,4 million de grossesses non désirées, a annoncé la semaine dernière le Fonds des Nations Unies pour la population. Au Ghana, il n'existe pas de statistiques officielles, mais les associations d'aide aux femmes estiment que 14% des jeunes filles de moins de 19 ans tombent enceintes durant leur adolescence. Depuis la fermeture des collèges et lycées par le gouvernement il y a un an pour lutter contre le coronavirus, le nombre de grossesses précoces a considérablement augmenté. Quand les cours ont été suspendus, beaucoup d'élèves se sont retrouvés désœuvrés, sans adultes pour les encadrer. Selon une étude des services de santé ghanéens en 2020, seuls 18,6% des adolescents sexuellement actifs ont recours aux contraceptifs. Dans ce pays extrêmement religieux, l'avortement n'est pas non plus une option. L'interruption volontaire de grossesse n'y est autorisée que dans les cas de viol,
viol, d'inceste, de déficience fœtale ou de danger pour la santé physique ou mentale de la mère. En 2019, une tentative du gouvernement et de l'ONU pour lancer un programme d'éducation sexuelle avait provoqué un tollé. Des groupes conservateurs et religieux avaient dénoncé une tentative satanique de promouvoir les valeurs LGBT. Le programme avait finalement été abandonné. Et puis hors du continent africain, une réponse de Joe Biden sur une chaîne américaine ravive l'hostilité entre Washington et Moscou depuis ce mercredi. Sur ABC News, le président américain a dit penser que Vladimir Poutine est un tueur. La Russie, dans la foulée, a rappelé son ambassadeur aux États-Unis. Parlant du président russe, la question du journaliste George Stephanopoulos était « Pensez-vous que c'est un tueur ?» Et la réponse du président des États-Unis ne laisse pas de place au doute. Oui, a-t-il acquiescé dans cet entretien diffusé mercredi. Il n'a pas précisé s'il pensait à l'empoisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny en août, imputé par les États-Unis à la Russie. L'opposant a été incarcéré à son retour en Russie après 5 mois de convalescence en Allemagne et Washington exige sa libération. Joe Biden avait-il prévu d'aller aussi loin, allant à l'encontre des usages diplomatiques, s'agissant du dirigeant d'une grande puissance mondiale au risque de susciter l'ire du Kremlin? Moscou a en tout cas annoncé sans tarder avoir appelé son ambassadeur aux États-Unis, Anatoly Antonov, pour des consultations. La nouvelle administration américaine est au pouvoir depuis près de 2 mois. C'est un bon prétexte pour essayer d'évaluer ce qui réussit à l'équipe Biden et ce qui ne lui réussit pas, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, tout en assurant vouloir éviter la dégradation irréversible des relations bilatérales. Le président de la Chambre basse du Parlement russe avait auparavant reproché au président américain d'avoir insulté tous les Russes et attaqué son pays. Le président Biden affiche depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier une grande fermeté à l'égard du maître du Kremlin, par opposition avec la bienveillance souvent reprochée à son prédécesseur Donald Trump, jusque dans son camp républicain. Le parallèle avec l'ancien président est frappant. À un journaliste de la chaîne Fox News qui, en février 2017, lui affirmait que Vladimir Poutine était un tueur, Donald Trump avait répondu par une pirouette en invitant de manière surprenante l'Amérique à un examen de conscience. Washington a déjà sanctionné début mars 7 hauts responsables russes en réponse à l'empoisonnement d'Alexei Navalny. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Restez informés à chaque instant sur SICA.